Bonjour Marlo. Bonjour, noble aventurier. Te sens-tu prêt à rencontrer un homme qui a tout perdu et qui a tout repris? Un homme trahi, emprisonné, oublié, mais qui n'a jamais renoncé. Oui? Oui. Ah! Alors accroche-toi bien, car aujourd'hui nous allons parler d'une émotion que tu connais certainement très bien. La colère. Oui, cette sensation qui monte dans ton ventre, comme un volcan qui gronde. Et paf! Et si je te disais que cette colère-là, dans notre histoire, va donner naissance à la plus célèbre des vengeances de toute la littérature française? Wow. Mais attention, ce grand roman va aussi nous poser une question difficile. La colère, est-ce une force ou un poison? Peut-on laisser la colère guider toute sa vie? Ah bah non alors. Et toi, as-tu déjà été tellement en colère que tu aurais voulu tout casser? Oui. Eh bien, notre héros d'aujourd'hui, lui, a attendu 14 ans avant d'agir. 14 ans! Tu imagines? Oh là 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 là. Son nom? Edmond Dantès. Et son histoire, c'est celle du comte de Monte Cristo, signé Alexandre Dumas. Un chef-d'œuvre absolu de la littérature française. Suis-nous. On y va! Avant de plonger dans l'histoire, faisons un peu mieux connaissance avec son auteur, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas naît en 1802 près de Paris. Son père est un général de Napoléon, un homme d'une force et d'un courage légendaires. Et toi, as-tu quelqu'un d'héroïque dans ta famille? Très jeune, Alexandre dévore les livres, les récits d'aventure, les histoires de chevaliers et de batailles. Toi aussi, tu aimes les histoires de chevaliers? Il voyage à Paris, s'impose comme auteur de théâtre, puis de romans. Sa plume est aussi rapide que son imagination est vaste. Et vaste, c'est peu dire. Il écrit des romans à toute allure, parfois aidé par d'autres écrivains qu'il coordonne comme un chef d'orchestre, tellement il a d'idées. On dit qu'il aurait écrit plus de 300 œuvres. Wow. 300! Incroyable. Toi, si tu devais écrire un roman, ce serait sur quoi? Un trésor? Un monstre? Une île mystérieuse? Bonne idée! Alexandre Dumas aurait adoré ça. Son plus grand succès? Le Comte de Monte Cristo. Un roman fleuve, un roman monstre, un roman qui fait battre le cœur depuis 180 ans. Sais-tu ce qu'est un roman fleuve? Non. C'est un roman tellement long, tellement riche qu'il coule comme un fleuve, sans jamais s'arrêter. Wow. Le Comte de Monte Cristo, c'est plus de 1200 pages dans sa version originale. De quoi lire pendant tout un hiver. Et peut-être une partie du printemps aussi. Mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous allons t'en raconter l'essentiel. Et tu verras, tu ne t'ennuieras pas une seule seconde. Trop chouette. Alexandre Dumas est aussi un homme qui aime la vie, les fêtes, les voyages, les bons repas. Il dépense sa fortune aussi vite qu'il la gagne. On dit qu'il a même fait construire un château extravagant, le château de Monte Cristo, pour y recevoir ses amis. Évidemment, il finit ruiné, mais toujours le sourire aux lèvres. Un vrai personnage de roman lui-même. Voilà pourquoi ces héros sont si vivants, si flamboyants. Il les connaît bien. Il est un peu comme eux, finalement. Alors, prends ta boussole, ton courage, et peut-être une petite collation, car la vengeance, ça prend du temps. On y va? Commençons par rencontrer ceux qui vont t'accompagner dans cette épopée. Salut à toi, ami. Je m'appelle Edmond Dantès. J'ai 19 ans, je suis un marin, amoureux et heureux comme jamais. J'ai le monde devant moi, une femme que j'aime, Mercedes, et le commandement d'un beau navire qui m'attend. La vie est belle,
du moins pour l'instant. Edmond est ce qu'on appelle un homme de bien. Loyal, courageux, généreux. Le genre de garçon qu'on aime immédiatement. Ce qui, hélas, agace terriblement certaines personnes. Moi, je m'appelle Fernand Mondego. Et je vais être honnête avec toi, petit. Je ne suis pas le héros de cette histoire. Je suis le rival d'Edmond. Mercedes, la femme qu'il aime, je veux la conquérir. Et sa réussite, son bonheur, son sourire permanent, ça m'insupporte. La jalousie me ronge. Et la jalousie, ça donne des idées très très mauvaises. Ah, voici maintenant Mercedes, la bien-aimée d'Edmond. Bonjour, cher aventurier. Je m'appelle Mercedes. J'aime Edmond de tout mon cœur. Il est parti en mer, il revient. Nous allons nous marier. Ma vie est merveilleuse. Enfin, je crois. Car parfois, le bonheur est plus fragile qu'il n'y paraît. Et voici un personnage qu'Edmond va rencontrer dans les pires circonstances. L'abbé Faria. Écoute, le voilà. Mon enfant, je suis l'abbé Faria. Un vieux prêtre un peu étourdi, il faut bien l'avouer. J'ai creusé un tunnel pendant des années pour m'échapper de prison. Et je suis tombé dans la mauvaise cellule. Ah, mais dans ma tête bien remplie se cache un trésor. Et je vais tout transmettre à ce jeune homme si plein de vie. Et moi, je suis le comte de Monte Cristo. Riche, mystérieux, implacable. Personne ne sait qui je suis vraiment. Personne ne connaît mon passé. Mais moi, je connais tous vos secrets. J'ai attendu 14 ans. Et maintenant, c'est l'heure. Voilà donc les acteurs de cette formidable histoire. Prépare-toi à serrer les poings, à retenir ton souffle, à rire parfois. Et peut-être à te demander, toi aussi, qu'aurais-je fait à sa place ? Nous sommes à Marseille, en 1815. Edmond Dantès a 19 ans. Il rentre d'un long voyage en mer, heureux comme un poisson dans l'eau, ce qui est pratique pour un marin. Il va épouser Mercedes. Il va prendre le commandement de son navire. La vie lui sourit de toutes ses dents. Mais dans un coin sombre de la fête, 3 hommes le regardent en serrant les dents. Le premier, c'est Danglars, le comptable du bateau. Un homme jaloux de la réussite d'Edmond, qui convoite sa place de capitaine. Le deuxième, c'est moi, Fernand Mondego. Et moi, c'est Mercedes que je veux. Edmond a tout, le bateau, la gloire, la belle. Pendant ce temps, je reste là à ronger mon frein. Non, ça ne peut pas durer. Et le troisième, c'est Villefort, un procureur ambitieux qui cache un secret de famille très embarrassant et qu'Edmond pourrait, sans le savoir, mettre en danger. Ces 3-là vont unir leur petite lâcheté pour écrire une lettre mensongère. Une lettre qui accuse Edmond d'être un traître, un comploteur contre le roi. Une lettre signée de personne. Car les lâches n'ont pas de nom. On vient m'arrêter le jour même de mon mariage, devant Mercedes, devant tous mes amis. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Je crie que je suis innocent. Personne ne m'écoute. Et on m'emmène. Edmond est jeté dans le château d'If, une prison terrible, plantée sur un rocher au milieu de la mer, balayée par le vent et les vagues. Une prison dont, dit-on, on ne sort jamais. Et là, dans ce cachot froid et humide, le temps s'arrête. Les jours ressemblent aux nuits, les semaines ressemblent aux mois, et les mois aux années. 1 an, 2 ans, 5 ans. La colère monte. Je frappe les murs jusqu'à m'en meurtrir les mains. Pourquoi ? Qui a fait ça ? Je crie dans le vide, et peu à peu, quelque chose de terrible s'installe. Le désespoir. Je commence à oublier la couleur du ciel. Mais un jour, Edmond entend un bruit étrange. Dans le mur de sa cellule. Un grattement, un creusement.
quelqu'un approche. Aïe! Oh! Ce n'est pas le couloir de sortie, ça! Encore raté! Bonjour, jeune homme! Je m'appelle l'abbé Faria. Je creuse pour m'échapper depuis 12 ans. Mais il semblerait que j'ai légèrement dévié de ma trajectoire. Vous creusez depuis 12 ans? Oui, l'architecture de ce château est plus complexe que prévu. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan B. Et dans ce plan B, tu as peut-être un rôle à jouer, mon enfant. Et voilà que naît l'amitié la plus improbable du roman. Un jeune marin en colère et un vieux prêtre un peu perdu, mais terriblement savant. L'abbé Faria devient le maître d'Edmond. Pendant des années, il lui enseigne tout. Les langues, l'histoire, les sciences, les mathématiques, la philosophie. En prison, Edmond Dantès entre comme un jeune marin. Il en sortira, s'il en sort, comme un homme instruit, raffiné et redoutable. Car la connaissance est la plus puissante des armes. L'abbé Faria a transformé ma colère en quelque chose de plus puissant encore. La patience et la connaissance. Avant de mourir, car l'abbé Faria est très âgé et très fatigué à force de creuser, il révèle à Edmond son plus grand secret. Edmond, écoute-moi bien. Sur l'île de Monte Cristo, au large de la Toscane, est caché un trésor fabuleux. Des pièces d'or, des diamants, des rubis, une fortune colossale. Je te la donne, mon fils. Car tu es le seul ami que cette prison m'ait offert. Et c'est bien la plus belle des richesses. Il meurt dans mes bras. Et dans ce moment de douleur, je prends une décision. Je vais m'échapper. Et je vais me souvenir de tout. Edmond a alors une idée aussi brillante que terrifiante. Quand les gardiens viennent chercher le corps de l'abbé Faria pour le jeter à la mer, Edmond prend sa place dans le linceul. Il se glisse dans le sac, se laisse porter par les gardiens. L'eau est glacée. Je déchire la toile. Je nage. Je nage encore. Et pour la première fois depuis 14 ans, je vois le ciel. Le vrai ciel. Les étoiles. Et je ris. Je ris comme un fou. Edmond est recueilli par des contrebandiers. Puis il trouve l'île de Monte Cristo. Et le trésor existe vraiment. Une fortune immense, cachée dans des grottes secrètes. Edmond Dantès, le jeune marin sans le sou, devient du jour au lendemain l'un des hommes les plus riches d'Europe. Je ne suis plus Edmond Dantès. Ce jeune homme naïf est mort dans le château d'If. Désormais, je suis le comte de Monte Cristo. Et j'ai un plan, une mémoire et tout le temps du monde. Nous voici quelques années plus tard, à Paris. La ville lumière s'emballe. Un mystérieux comte étranger fait son entrée dans la haute société. Il est riche à en faire pâlir les banquiers. Il est cultivé à en faire rougir les professeurs. Il est mystérieux à en faire perdre la tête aux dames. Ah ouais. Et personne, absolument personne ne sait qui il est vraiment. Moi, Fernand Mondego, je suis entre-temps devenu le comte de Morcerf. Général conseiller du roi, ce qui s'appelle pair de France, homme respecté. J'ai épousé Mercédès, oui, après la disparition d'Edmond. J'ai réussi mon plan machiavélique. J'ai un fils, Albert, une belle maison, une belle vie. Et ce comte de Monte Cristo, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans ses yeux me met mal à l'aise. Et pour cause, car le comte a retrouvé, un par un, tous ceux qui l'ont trahi. Et il a préparé pour chacun une vengeance sur mesure. Froide, précise, implacable. Danglars, devenu banquier puissant, le comte infiltre ses finances, ruine ses affaires, vide ses coffres jusqu'au dernier centime. Danglars, l'homme qui aimait tant l'argent, se retrouve à mendier. Oh là là. Villefort, devenu procureur général respecté.
Le comte fait éclater au grand jour un secret honteux qu'il cache depuis des années. Sa carrière, sa famille, sa réputation, tout s'effondre. Et Fernand, lui, le traître qui a volé sa femme et sa vie. Pour lui, le comte a réservé la vengeance la plus terrible de toutes. Car Fernand n'a pas seulement trahi Edmond à Marseille. Ah bon? Non, ce n'était que le début. Oh là 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 là. Pendant toutes ces années, Fernand a continué à mentir, à tricher, à grimper les échelons en marchant sur les autres. Voici le terrible secret de Fernand, comte de Morcerf. Dans sa jeunesse, devenu militaire, il est parti combattre en Grèce, au service d'un grand seigneur qui s'appelait Ali Pacha. Et là-bas, Fernand a commis l'impardonnable. Il a trahi son maître. Il l'a vendu à ses ennemis pour une bourse pleine d'or. Ali Pacha a été tué. Sa femme et sa petite fille, Haïdé, souviens-toi bien de ce nom, Haïdé, ont été vendus comme esclaves. Mais quelle horreur! Tu te rends compte? Une trahison, puis 2, puis 3. Fernand a bâti toute sa fortune, tout son titre de comte de Morcerf sur du sang et du mensonge. Oh là 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 là. Et personne à Paris ne le sait. Personne, sauf, tu l'auras deviné, le comte de Monte Cristo. Un beau matin, à la chambre des pairs, c'est-à-dire devant les hommes les plus importants de France, un journal publie un article terrible. Il accuse le comte de Morcerf d'avoir trahi Ali Pacha. Stupeur, murmure. Les pairs de France réclament des explications. Calomnie, pure calomnie, je suis un homme d'honneur. J'exige qu'on me confronte à mon accusateur, ici devant vous tous. Ah, imprudent Fernand, car son accusateur n'attendait que ça. La porte s'ouvre, et entre alors une jeune femme voilée de noir. Elle s'avance lentement jusqu'au centre de la salle. Elle relève son voile. Elle est jeune, belle, les yeux brûlants. Mon nom est Haïdé. Je suis la fille d'Ali Pacha. Et je viens dire la vérité. Et là, devant la France entière, Haïdé raconte tout. La trahison, les soldats qui forcent les portes du palais, son père tué, sa mère et elle vendues comme esclaves. Elle parle d'une voix qui ne tremble pas, et chaque mot qu'elle prononce sonne comme une cloche qui annonce la fin d'un règne. Fernand est blême. Il bafouille, il essaye de nier. Mais Haïdé sort un papier, un acte de vente, avec son nom, à elle, Mais non. avec la signature de Fernand. La preuve, noir sur blanc. Non, c'est impossible. Qui êtes-vous pour oser me défier? Ces accusations sont fausses. Je suis le comte de Morcerf, un général, un père de France. On ne traite pas ainsi un homme comme moi. Mercédès, dis-leur que Mercédès! Mais Mercédès se détourne. Oui, bravo Mercedes. Elle sait. Elle a reconnu Edmond depuis longtemps. Et elle ne peut plus défendre celui qui a brisé la vie de l'homme qu'elle a toujours aimé. Fernand, abandonné de tous, s'effondre et disparaît. Mais alors que la vengeance semble parfaite, accomplie, magnifique, quelque chose se fissure dans le cœur du comte. Dans ma colère, dans mon plan si bien calculé, j'ai fait souffrir des innocents. Oh non. Le fils de Villefort n'avait rien fait, la femme de Dandelard non plus, et Albert, le fils de Fernand, ce garçon courageux qui voulait me provoquer en duel pour défendre l'honneur de son père, lui non plus n'y était pour rien. Et là, pour la première fois depuis 14 ans, je doute. Suis-je encore juste, ou suis-je devenu moi aussi un monstre? Bonne question. Dans les mots d'Alexandre Dumas, voici ce que dit le comte de Monte Cristo. Insensé, le jour où j'avais résolu de me venger, de ne pas m'être arraché le cœur. Le comte retrouve Mercédès. Elle l'a reconnue depuis le début. Elle lui parle avec une douceur et une tristesse infinie. Edmond, je sais que c'est toi. J'ai toujours su. Et je comprends ta colère. Elle était juste. Mais regarde ce qu'elle a fait de toi.
Tu as obtenu ta vengeance. Es-tu heureux pour autant ? Elle me pose la seule question à laquelle je n'ai pas de réponse. Embêtant. Le comte accomplit ses derniers actes. Il sauve le fils de Fernand d'un mauvais pas et libère Haydée. Puis, le comte de Monte Cristo disparaît. Il s'en va vers l'horizon, sur son navire, loin de Paris, loin de ses vengeances, loin du passé. Avec Haydée à ses côtés, il cherche enfin ce qu'il avait oublié de poursuivre pendant toutes ces années. Le bonheur. C'est ce qu'Alexandre Dumas nous apprend dans son roman. La vengeance peut sembler juste, mais elle dévore celui qui s'y consacre. La vraie sagesse, c'est de garder espoir, de pardonner et de laisser la justice ultime à plus grand que soi, à Dieu. J'ai compris, au dernier moment, que la colère est une flamme nécessaire. Elle m'a donné la force de survivre, de me battre, de ne pas abandonner. Mais si on la laisse tout brûler autour de soi, elle finit par vous consumer vous-même. Alors, j'ai choisi d'éteindre la flamme et d'attendre le soleil. Attendre et espérer. Ce sont les derniers mots du roman. Et peut-être les plus beaux. Cette histoire t'a-t-elle plu ? Oui ! T'a-t-elle fait serrer les poings ? Oui ! T'a-t-elle donné envie de creuser un tunnel pour t'échapper de ta chambre ? Non. Non ? Tant mieux. Voyons quand même si tu as bien suivi, petit curieux. C'est parti pour le quiz. Le quiz de Marlowe. Pourquoi Edmond Dantès est-il jeté en prison ? Parce qu'il a volé le trésor de l'île de Monte Cristo. Parce que des hommes jaloux ont écrit une fausse lettre pour l'accuser de trahison. Parce qu'il a oublié de rendre un livre à la bibliothèque du port. Bravo ! C'est bien une lettre mensongère écrite par Fernand, Danglars et Villefort qui envoie Edmond en prison. Une terrible injustice. Ah ça oui alors. Et le point de départ de toute l'histoire. Qui est l'abbé Faria et quel cadeau fait-il à Edmond ? C'est le directeur de la prison qui lui offre un bon repas. C'est un marin qui lui fait des coucous par la fenêtre. C'est un vieux prêtre savant, compagnon de cellule, qui lui révèle l'emplacement d'un trésor fabuleux. Exactement. L'abbé Faria est le compagnon de prison d'Edmond, un peu étourdi avec ses tunnels, mais d'une immense générosité. Comment Edmond s'échappe-t-il du château d'If ? Il prend la place du corps de l'abbé Faria dans son linceul et est jeté à la mer. Il creuse un tunnel sous l'eau pendant 14 ans et tombe sur Nemo. Il se déguise en Superman et sort en volant. Bravo, c'est l'une des scènes les plus célèbres du roman. Edmond se glisse dans le linceul de l'abbé Faria. Les gardiens le jettent à la mer et il nage vers la liberté. Terrifiant et génial à la fois. Quelle leçon le comte tire-t-il au bout de sa vengeance ? Que la jalousie permet d'accomplir des actes merveilleux ? Qu'il faut toujours se venger le plus vite possible, sans attendre. Bim ! Que la colère peut donner de la force, mais qu'elle détruit aussi si on la laisse tout gouverner. Bravo ! Dumas nous enseigne que la colère peut être une énergie, un moteur puissant. Mais si on lui laisse toute la place, elle finit par faire souffrir des innocents Ah ça non alors. et par emprisonner celui qui la porte, plus sûrement que le château d'If. Alors, petit lecteur, la prochaine fois que tu es en colère, souviens-toi d'Edmond Dantès. Ta colère a le droit d'exister, mais toi seul décides de ce que tu en fais. Tu peux en faire une flamme qui réchauffe, ou un incendie qui dévaste tout. Et si jamais tu croises un vieux prêtre qui creuse des tunnels dans les murs de ta maison, ne t'inquiète pas, c'est probablement l'abbé Faria. Offre-lui une tasse de thé et écoute-le bien. Il a sûrement un trésor à te confier. Attends et espère, et reviens vite pour le prochain grand roman.